chat là. Tu l'as vu ? C'est là. Avec les colonnes, là, bouge pas. Ça c'est difficile. C'est assez joli là. Il veut pas se retourner là. Ah si, c'est bon. Je pense que c'est Macha. Mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. Vous avez peut-être reconnu sa voix ou son amour pour les animaux qui vivent dans le cimetière dont il est responsable. Le 20 septembre 2025, nous sommes partis à la rencontre de Benoît Gallo, le conservateur du Père-Lachaise à Paris. Malgré la pluie, il nous a emmenés dans ses parties préférées du cimetière. On a évoqué son métier et les enjeux de la gestion d'un des cimetières les plus connus au monde, mais aussi son rapport à la mort et le fait qu'un cimetière n'est pas uniquement un lieu où on enterre nos défunts et défuntes. Ça peut être un lieu plein de vie. Alors on se retrouve, moi Raphaël, Et moi, Alexandrine, pour la saison 2 de Visite Mortelle. Et on est vraiment très touchés d'avoir eu cet échange avec Benoît Gallo et de vous le partager. Bonne écoute. Donc, je m'appelle Benoît Gallo, j'ai 44 ans, 4 enfants. J'habite au cimetière du Père-Lachaise où je travaille, un cimetière que je dirige depuis 2018. Pas tout seul, parce qu'il y a quand même plus de 80 agents qui travaillent ici. Donc voilà, c'est mon métier et mon quotidien. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, même les familles à qui je vends des terrains encore avant-hier m'ont demandé mais comment on devient conservateur? Ça intrigue toujours. C'est pas un métier auquel on pense quand on est jeune. Moi, c'est vraiment le hasard qui m'a amené à être conservateur de cimetière. J'ai fait du droit. Donc, j'ai une formation de juriste. Et en fait, j'avais fait le choix de ne pas reprendre l'entreprise familiale, qui était une entreprise de marbrerie funéraire depuis 3 générations. Donc j'ai fait une voie complètement différente. Et quand j'ai réussi le concours à la ville de Paris, le premier poste qu'on m'a proposé, c'était au cimetière du Père-Lachaise, en tant que juriste, au service central des cimetières parisiens. Donc j'ai vu une sorte de signe du destin, j'étais le seul à vouloir y aller. Personne de ma promotion ne voulait aller travailler dans un service dédié au cimetière parisien. Ça fera 20 ans que j'y suis l'année prochaine. Donc c'est un peu le hasard, c'est un peu une histoire de famille, c'est un peu le destin qui fait qu'on devient conservateur de cimetière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est 8 conservateurs. On a tous des profils et des parcours très différents. Il faut juste, je pense, qu'il faut aimer les gens, aimer travailler dans un site aussi. On n'est pas dans un bureau toute la journée. Mais moi, je trouve que c'est un côté très positif. C'est un métier avec beaucoup de relationnel, qui est assez difficile à décrire. Alors mon but premier, c'est de reprendre des vieilles concessions et de revendre des nouvelles concessions funéraires, pour que le Père-Lachaise soit toujours un cimetière d'activité. Il y a plus de 3000 défunts qui viennent chaque année rejoindre les sépultures ou le jardin du souvenir au Père-Lachaise. Et ma fonction première, c'est vraiment une fonction purement funéraire, permettre aux familles qui ont une tombe ou qui souhaitent en avoir une, de pouvoir inhumer leurs défunts ici pour faire ensuite leur travail de deuil. À cette fonction de base qui est déjà très chronophage, parce que gérer 70 000 tombes, 26 000 cases de columbarium, c'est un gros travail administratif qui se fait avec mes équipes. Donc ça, c'est déjà un gros volet. Après, tout le reste, c'est ça qui est fascinant, c'est que le cimetière du Père-Lachaise n'est pas qu'un cimetière, donc c'est aussi un parc. Donc, avec mes équipes, on entretient le lieu. Là, vous voyez, il y a énormément d'arbres. Donc là, l'automne arrive. Les feuilles ont commencé à tomber, donc ça, c'est chaque année un gros défi. Le patrimoine arboré, qui est un patrimoine exceptionnel, il faut aussi entretenir. Donc ça, il y a des équipes de bûcherons qui interviennent au Père-Lachaise, avec qui on décide des abattages. Et puis, il faut replanter également. Donc ça aussi, c'est toujours un choix qui n'est pas si simple, parce qu'il y a des tombes. Donc on ne peut pas replanter n'importe où. Mais il faut qu'on mette des arbres aussi, parce que s'il n'y a plus d'arbres au Père-Lachaise, on perd le charme des lieux, l'ambiance des lieux. Donc tout ça, c'est un équilibre. Et puis aussi le côté musée du cimetière, qui prend une place aussi importante dans mon quotidien. Même si là, il y a un conservateur du patrimoine, il y a un service dédié, mais c'est vrai que dans la gestion des sépultures, c'est une donnée qu'on prend en considération, on ne peut pas tout casser. Et on essaye au contraire de sauvegarder les tombes qui témoignent d'une architecture funéraire qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des modèles plutôt simples et standardisés. On a la chance d'avoir un patrimoine qui reflète l'âge d'or du funéraire, donc deuxième moitié 19e, début 20e, et qu'on essaye aujourd'hui de sauver, soit en restaurant nous-mêmes, soit en transformant en columbarium des chapelles, soit bientôt, on l'espère, revendre d'occasion des monuments à des nouvelles familles parisiennes pour qu'elles puissent elles-mêmes restaurer une vieille tombe et prévoir par avance leur sépulture. Donc c'est aussi préserver les lieux, préserver le site, même si le Père-Lachaise n'est pas figé, c'est un site qui bouge.
Il y a des tombes qui disparaissent, des tombes qui apparaissent, des arbres qui meurent, d'autres qui poussent. C'est ça qui est intéressant, c'est un site vivant en fait. C'est un cimetière, mais voilà, il bouge tout le temps ce cimetière. Donc il faut accompagner ce changement, faire en sorte que ça se renouvelle, que les familles puissent faire leur deuil, ça c'est quand même le plus important, parce que j'ai oublié, il y a une autre facette, c'est un lieu touristique aussi, avec un tourisme de masse. Il y a en moyenne 7500 personnes par jour au cimetière du Père-Lachaise, donc on ne se rend pas forcément compte parce que c'est très grand, très vaste, il y a un flux continu toute la journée. On est à plus de 2,5 millions par an, donc c'est aussi des visiteurs qu'il faut accueillir, orienter, même s'ils se perdent souvent, les tombes ne sont pas faciles à trouver. Le Père-Lachaise est peut-être le cimetière qu'il faut avoir visité au moins une fois dans sa vie. Il ouvre ses portes en 1804 dans un contexte de saturation des espaces funéraires, situé dans l'hypercentre-ville de Paris, et s'établit dans le futur 20e arrondissement. Il devient rapidement une destination bucolique et un lieu de recueillement pour les Parisiens et Parisiennes. C'est un parc aux allées majestueuses, très arboré, boisé, avec de nombreux points de vue sur la capitale. Dans les années 1830, les familles ayant des conditions financières confortables s'y font enterrer, car c'est à la mode et surtout, il y a de plus en plus de personnalités de l'époque qui y reposent. On y trouve tout un tas de monuments funéraires, aussi bien des stèles très simples que des chapelles funéraires néoclassiques, néogothiques, des sculptures réalisées par des artistes de renom, une symbolique funéraire dense, des épitaphes rigolotes, insolites, etc. Bref, c'est aujourd'hui une véritable encyclopédie de l'art funéraire des 19e et 20e siècles. C'est le cimetière le plus grand de Paris, avec sa 40aine d'hectares, mais ce n'est pas le seul de l'Est parisien, dont Benoît Gallot est le conservateur. Le Père-Lachaise attire souvent toute l'attention à lui, mais il y a également d'autres cimetières de l'Est parisien que je gère. Donc il y a le cimetière de la Villette qui est dans le 19e, cimetière de Charonne et de Belleville qui sont dans le 20e, et cimetière de Bercy qui est dans le 12e arrondissement. Donc 4 petits cimetières assez méconnus, mais qui génèrent également une activité funéraire importante, puisqu'on a des sépultures avec des familles qui les entretiennent, qui inhument leurs défunts, une gestion administrative, un patrimoine arboré à entretenir. Enfin, en fait, les mêmes problématiques que le Père-Lachaise à une échelle plus réduite. Alors l'aspect touristique, on ne l'a pas. C'est plutôt des cimetières quand même de quartier, où sont surtout les habitants de l'arrondissement ou du quartier qui sont attachés à ces cimetières-là. Quelqu'un qui habite dans le 15e arrondissement ne va pas demander une concession au cimetière de la Villette, pour lui ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, les riverains du cimetière de la Villette ou les habitants du 19e, pour eux ça a du sens d'avoir une sépulture à proximité de leur domicile pour pouvoir se recueillir plus facilement. Donc ce sont aussi des cimetières qui occupent mes équipes. On a en permanence un agent sur place pour qu'il puisse surveiller les travaux. On a des équipes d'entretien qui y vont régulièrement. Donc c'est aussi une gestion. Au total, je gère 5 cimetières parisiens sur les 20. Donc ça occupe pas mal de temps également, effectivement. Dans tous les aspects de mon métier, moi ce que j'aime c'est la relation aux familles. C'est ce qui fait que je me sens utile au quotidien, c'est ce qui fait que j'ai envie de gérer au mieux mon cimetière. Derrière, en fait, le cimetière est fait pour les vivants. On l'oublie, on parle des morts. Moi je ne les vois pas les morts, je vois les vivants, je vois les proches en fait des morts qui ont besoin de faire leur deuil, qui ont une tombe, qui ont une problématique par rapport à leur tombe, une problématique d'entretien ou de comment construire une tombe aussi. Quand on a la chance d'avoir une concession au Père-Lachaise, on ne fait pas ce qu'on veut quand même. Le cimetière est très protégé, donc il faut soumettre un dossier à l'architecte des bâtiments de France qui va valider le projet. Donc il y a des discussions, on fait un effort de pédagogie pour expliquer la procédure et pourquoi il existe ces contraintes assez lourdes. Ça c'est vraiment le cœur de métier. Et recevoir chaque semaine 2 ou 3 familles à qui je vends un emplacement, c'est bizarre. Au départ, ça me faisait un peu peur, mais en fait, c'est ce que je préfère parce que c'est là où les familles ont besoin d'être accompagnées, elles sont souvent perdues face à des questions auxquelles elles n'ont pas la réponse. Et donc, on les accompagne et c'est assez gratifiant parce qu'on est souvent remercié pour l'aide qu'on apporte dans ce moment particulier. C'est intime parce que c'est vrai que certaines familles vont se livrer. Il y a toujours une bonne distance à trouver, mais oui, certains vont raconter des histoires de famille. Les familles sont entre elles, il y a des membres de la famille, on voit les relations, parfois les tensions aussi, tout n'est pas idyllique. On est au milieu un peu de tout ça pour faire en sorte qu'ils puissent faire ce travail de deuil qui va débuter après l'inhumation du défunt. C'est ce que j'aime. Au-delà des ventes de concessions, la relation avec les usagers qui nous saisissent sur tout un tas d'aspects, un problème, un danger, ça peut être un mur qui tombe. Là, on est en train de refaire un mur parce qu'un couple est venu signaler que le mur est en train de tomber sur sa tombe. On a, je crois, 6 km de mur dans le Père-Lachaise, on ne s'en rend pas compte. On fait une surveillance, mais on ne peut pas être derrière chaque mur tous les jours.
Et voilà, ce signalement donne lieu à des travaux qu'on aperçoit ici d'ailleurs, qui sont assez lourds et qui durent plusieurs mois. C'est des questions sur des racines d'arbres, sur des branches. Les tombes aussi sont dangereuses. Le patrimoine vieillit, on a des croix qui tombent, des stèles qui sont branlantes, des coffrets béants. Donc tout ça, il faut sécuriser, rassurer. Voilà, moi j'ai envie de dire que c'est la relation à l'autre qui me plaît en fait dans mon métier. C'est ça que je préfère. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est vrai. Donc il y a 70 000 tombes et par le jeu des reprises, on arrive à libérer une centaine d'emplacements par an, ce qui est très peu en termes de rotation, ce qui fait environ 2 terrains remis à la vente par semaine. Il n'y a pas de liste d'attente, on ne vend pas par avance, donc il faut attendre que le décès se produise et il faut que la famille ou les pompes funèbres nous contactent pour savoir si un terrain est disponible. Parfois ça marche du premier coup, parce que par chance la famille ou les pompes funèbres appellent au bon moment. Parfois ça ne marche pas, il y a des familles qui vont appeler matin, midi et soir pendant plusieurs jours. Je crois qu'une fois une famille a patienté 3 semaines, le temps d'obtenir un emplacement parce qu'elle voulait absolument le Père-Lachaise. On ne peut pas accueillir tous les Parisiens qui souhaitent avoir une concession funéraire, donc malheureusement il y a une sélection qui, moi je ne la fais pas, c'est le hasard, je ne peux pas choisir pourquoi telle famille et pas une autre. C'est juste le moment où la personne appelle la conservation, si un terrain est disponible, ce qui va déterminer ensuite un rendez-vous et la vente de la concession. Alors après, il y a quand même beaucoup d'autres possibilités. Il y a la crémation, qui est aujourd'hui une part très importante de l'activité du cimetière. Il y a 6500 crémations au crématorium, premier crématorium de France. On a 600 inhumations au columbarium, où l'on n'a pas de problème de place. Donc un Parisien qui veut reposer au columbarium dans une case, ça pose aucune difficulté pour ses proches. Et enfin, on a un équipement dont on parle assez peu, mais qui est pourtant extrêmement utilisé, c'est le jardin du souvenir. Où là, on a 6 à 7 dispersions par jour, 1300 par an, ce qui fait, on ne le sait pas, mais énormément de Parisiens reposent au Père-Lachaise par ce dispositif, qui est un lieu qui est très apprécié des familles aussi, parce qu'il est paysager, c'est une pelouse avec des arbustes, des arbres. On a triplé le nombre de bancs qui font face au jardin du souvenir, parce qu'on voit que beaucoup de familles viennent se recueillir. À la Toussaint, il y a également ce rituel de venir se recueillir au jardin du souvenir en déposant une fleur coupée par exemple sur une rose sur la pelouse. Donc c'est un lieu qui est de premier plan pour le Père-Lachaise et qui permet à beaucoup de Parisiens de reposer dans ce cimetière. Parce que souvent effectivement on me dit c'est que pour les stars, que pour les VIP, il faut être très connu. Non, il faut être parisien, ça c'est le premier critère. Et pour les dispersions, on peut aussi ne pas être parisien mais être décédé à Paris, ce qui permet d'être dispersé au jardin du souvenir. Donc voilà, ce qui fait qu'on est un cimetière avec beaucoup d'activités. 3000 inhumations, 6500 crémations, plus les marbriers qui interviennent tous les jours. Donc ça reste un lieu calme, mais il y a quand même beaucoup d'agitation au quotidien. Je sous-estimais ce lieu, il est vraiment capital. Je vois les familles sont très attachées. C'est intéressant de voir l'évolution des pratiques. Il n'y a pas besoin d'avoir une sépulture pour reposer au Père-Lachaise. Chaque famille est différente. Il y en a qui ont besoin d'avoir une sépulture ou une case parce que voir le nom gravé, mine de rien, ça matérialise la mort et il y en a qui ont besoin de ça pour faire leur deuil. D'autres au contraire qui ont besoin d'un lieu plutôt paysager, c'est le retour à la nature. Les cendres reviennent à la terre et ça suffit pour faire son recueillement. Ce qui est important et ce que j'aime bien, c'est qu'on a plusieurs équipements, donc chacun peut trouver son compte. Là, on va aller voir la tombe du dragon, on va aller dans le cœur du secteur romantique, la plus belle partie du cimetière, la plus historique. Il y a un mélange de végétation et de tombes très prononcé. La tombe de Jim Morrison est la plus connue, la plus visitée du cimetière, loin devant. Alors Edith Piaf est deuxième. On voit en fait avec les requêtes de nos usagers sur l'application mobile. Jim Morrison est très loin, Edith Piaf deuxième. Après il y a Oscar Wilde, Balzac, Chopin. La tombe de Jim Morrison, elle a été pendant longtemps pour mes prédécesseurs un enfer, vraiment. J'ai pu consulter tous les rapports, notamment de la décennie des années 80. Et la tombe était devenue un lieu de culte, un lieu de débauche. Il y avait une vie nocturne autour avec consommation d'alcool, drogue. C'est vrai que ça a été extrêmement compliqué à gérer avec des rapports qui décrivent que ce matin, un agent a retrouvé un individu inconscient avec une seringue dans le bras, par exemple, à côté de la tombe. Voilà. Ou des rapports où des agents se prenaient des coups de poing de la part d'usagers qui étaient alcoolisés, etc. Donc ça a été vraiment très très difficile. Après, dans les années 90, l'administration a empêché quand même la présence nocturne d'admirateurs de Morrison. Donc il y a eu des barbelés, herses qui ont été mis sur les murs d'enceinte, qui ressemblent aujourd'hui à des murs de prison. Et puis il y a eu une brigade cynophile qui a été créée pour détecter les personnes qui restaient enfermées. Donc ça a commencé à se calmer, mais il y a eu une surveillance la journée, la tombe était surveillée en permanence.
Il y a eu une caméra qui avait été installée qui retransmettait dans une guérite les images. Ça fait des années qu'elle n'existe plus. Enfin bref, plusieurs dispositifs ont été essayés, ont été testés, ça s'est calmé dans les années 2000. Ou la fin des années 2000, la tombe, c'est la seule tombe du cimetière qui est encore délimitée par des barrières pour pas que les gens puissent s'approcher trop près. Mais elle n'est plus surveillée en permanence par un agent. Donc il y a quand même une surveillance discrète qui est faite. Mais il n'y a plus de problème majeur. Il n'y a pas de consommation d'alcool, de drogue. Beaucoup de gens viennent la visiter parce que c'est Jim Morrison. Comme quand on va au Louvre, on va voir la Joconde. On vient par la chaise, on va voir le Jim Morrison. Il y a quelques fans encore, on en trouve. C'est une tombe qui vit, moi j'aime bien, elle n'est jamais pareille. À chaque fois que je vais la voir, il y a des objets qui ont disparu, des objets qui arrivent. On retire tout ce qui est alcool, joint, etc. On en trouve de temps en temps. On voit des médiators, des photos, des poèmes. Il y a encore beaucoup d'admirateurs et de gens qui adorent encore les Doors et Jim Morrison. C'est une tombe plutôt calme. Effectivement, il y a toujours des légendes, mais j'étais marqué. On me pose toujours plein de questions sur cette tombe-là. Alors, souvent, beaucoup pensent qu'il n'est plus enterré ici, qu'il a été rapatrié aux États-Unis. Ça, c'est vraiment une légende que à chaque fois je suis obligé de réfuter parce que non, Jim Morrison n'a jamais été exhumé ni rapatrié. D'ailleurs, quand je leur demande mais il est où alors aujourd'hui, personne n'est capable de me répondre. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. C'est une légende urbaine qui s'est créée dans les années 90, je pense, qui parfois perdure encore aujourd'hui. Donc, il est toujours enterré ici. Après, il y a beaucoup également de légendes autour de son buste qui est revenu dans l'actualité récemment. Et là, on a pu mesurer encore à quel point Jim Morrison était encore une star planétaire, puisqu'on a eu des sollicitations de médias du monde entier, tous les pays. Suite à la redécouverte du buste qui était sur sa tombe, qui avait été volé en 88 et qui est réapparu en 2025, à l'occasion d'une enquête de la brigade financière de la police. On ne sait pas quelles décisions prendront les ayants droit de la tombe, est-ce qu'ils souhaitent remettre le buste ou pas sur la tombe de Jim Morrison, mais c'est sûr que là, l'histoire n'est pas terminée, j'en suis persuadé. Il y aura encore des rebondissements, et ce buste faisait aussi l'objet de nombreuses légendes. Il y a encore des ayants droit. C'est une tombe privée, c'est souvent un rappel aux journalistes ou aux touristes ou aux personnes qui s'intéressent au Père-Lachaise. Le cimetière est un lieu public, mais chaque tombe est une propriété privée. Donc l'administration n'a aucun droit sur ces tombes, durant la durée de la concession funéraire. Donc l'administration n'a aucun droit sur la tombe de Jim Morrison à l'heure actuelle. Donc le fait de remettre le buste ou pas n'est pas une décision qui appartient à la ville de Paris aujourd'hui. C'est une notion qui est souvent difficile parce qu'on nous reproche de ne pas entretenir les tombes des célébrités par exemple. Alors on en fait quelques-unes, certaines qui sont en très mauvais état comme Balzac, Bizet, on les a reprises, on les a restaurées, on les entretient aujourd'hui. Mais les tombes de Chopin, Oscar Wilde, Morrison, Piaf sont des sépultures privées, donc qui appartiennent à leurs ayants droit. Donc moi quand je suis né, mes grands-parents étaient gestionnaires de la Marborie Gallo. Et quand mes grands-parents sont partis à la retraite, mes parents ont repris l'entreprise. Et mon habitation était dans le même bâtiment où il y avait la boutique. Et dans mon jardin, il y avait une partie qui était dédiée au showroom des tombes. Quand une famille voulait choisir un monument, il y avait plusieurs tombes alignées. Sans défunt bien entendu. Mais donc j'ai grandi dans cet univers-là. Et quand j'étais ado, étudiant, je travaillais avec mon père dans les cimetières pour donner un coup de main, faire des caveaux, poser des monuments. Mes parents parlaient tous les jours d'enterrement, de tombes, de morts. Voilà, mais pour moi c'était normal en fait. J'ai grandi là-dedans. Quand j'ai reçu le concours à aller travailler au service des cimetières, alors que j'avais rien demandé, c'était pas marqué sur mon CV, que j'avais grandi dans ce milieu-là, j'ai trouvé ça complètement fou, quoi. Et j'y suis allé, puis j'y suis encore. Donc là, ça fait 20 ans. Et c'est un milieu qui est assez peu connu, on a beaucoup de mal à recruter. Même au Père-Lachaise, je me dis, c'est un lieu emblématique, touristique, ça renvoie l'image de la mort au quotidien. On ne voit pas des gens pleurer toute la journée, hein. On peut même rigoler avec des usagers. On a besoin de l'humour au quotidien pour dédramatiser un petit peu. C'est un métier passionnant, on a du mal à recruter, mais une fois qu'on a recruté, en général, les gens restent. C'est pour ça aussi que j'avais créé un peu mon compte Instagram et le livre aussi, c'était pour mieux faire connaître cet univers, parce que souvent, ça doit être dur, tu dois peut-être pas déprimer, tu dois être triste. En fait non, on n'est pas déprimé, on n'est pas triste. On est content de faire ce travail-là, ça peut paraître bizarre et c'est pareil dans tous les métiers du funéraire. Les graveurs, les porteurs, les fossoyeurs aussi. Moi j'ai une équipe de fossoyeurs, ça fait très longtemps qu'ils sont là, ils adorent leur travail. Alors c'est un travail, c'est un métier qui a une image difficile. Donc voilà, l'idée c'est aussi de mieux faire connaître tous ces métiers de l'ombre, mais indispensables pour qu'on puisse organiser des obsèques, un enterrement. Donc ouais, voilà, je n'avais vraiment aucune appréhension. J'aimerais que ça change un petit peu, voilà. Ça reste quand même un sujet très tabou. Même pour des gens, venir au Père-Lachaise, visiter ça comme un lieu touristique, pour certains c'est très difficile. Parce que ça renvoie à des questions très personnelles. On lit des dates de décès, on voit des morts partout. On ne les voit pas les morts, mais on sent leur présence à travers les tombes et les gravures. Je pense que si on parlait plus facilement de la mort de façon libre, ça porte pas malheur d'en parler, ça fait pas mourir. Au contraire, ça aide.
Ça aide les proches, ça aide soi-même aussi à répondre à des questions qu'on a tous au fond de nous. Moi je suis pour qu'on en parle plus, de toute façon que ça devienne un sujet, qu'on en parle normalement, comme on parle de voiture, de pâtisserie ou autre. C'est vrai que la mort disparaît du champ social et les gens sont intrigués, ils viennent au Père-Lachaise dans un tourisme voir des tombes de personnalités, mais en fait ils se posent plein de questions sur la mort, sur les tombes, sur leur famille, sur leurs ancêtres. C'est une occasion de repenser un peu son histoire personnelle et intime, c'est ça qui est intéressant. Ça parle de nous en fait, ça parle de notre histoire. Le Père-Lachaise est connu pour son lot de personnalités, et on a d'ailleurs l'impression que le commun des mortels ne peut y être enterré. Mais c'est faux. Il faut seulement pouvoir s'acquitter de la somme de 17 000 € si vous souhaitez une concession perpétuelle, ou bien 5 000 € pour une concession de 50 ans, 3 000 € pour 30 ans, ou bien 900 € pour 10 ans. Et il faut bien sûr être décédé à Paris, ou bien être domicilié à Paris pour en faire l'acquisition. Mais travailler dans un cimetière comme le Père-Lachaise, où des personnalités mondialement connues sont enterrées, cela doit apporter son lot de moments insolites auxquels on ne s'attend pas. On a donc demandé à Benoît de nous raconter des moments de sa carrière qu'il a pu trouver insolites ou qui l'ont particulièrement touché. On a eu les chevaux, la calèche pour l'enterrement de Régine, c'est un parcours qui a été fait jusqu'au crématorium. Ça c'est le côté un peu spectacle, un peu mise en scène, parce que quand il y a une personnalité, il y a du monde, il y a la presse, il y a les journalistes. Ça change un peu du quotidien, c'est toujours un moment un peu particulier pour les équipes. Il faut accompagner, organiser, en termes de sécurité aussi, c'est toujours un enjeu. Mais c'est pas ça moi que je retiens en fait sur le plan émotionnel, c'est pas ça qui m'émeut le plus. Ça reste des moments où je me souviens, mais c'est plus les moments intimes, les moments des familles qui me remercient parce que voilà, on les a aidés. On voit parfois des histoires un peu dures, un peu difficiles. Le plus dur ça reste la mort des enfants. Heureusement que c'est rare, mais chaque année on a plusieurs inhumations d'enfants. Morts de maladie, morts d'un accident, morts tragiquement. Et c'est vrai que ça, c'est des histoires poignantes qu'on a du mal à oublier, malheureusement, parce que ça touche. C'est là où on voit que c'est hyper important aussi pour les parents de les accompagner face à ce deuil qui est horrible, sûrement le pire. Je vois plusieurs visages, plusieurs familles qui ont révélé des choses intimes et qui sont très touchantes. Ouais. C'est comme je raconte dans mon livre, une dame qui est venue m'offrir un gâteau et qui m'a invité aux obsèques de son mari, par exemple. Ça, c'est... J'avais pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, mais pour elle, d'avoir aidé, accompagné, permettre à son mari d'avoir une tombe conformément à son souhait au Père-Lachaise, alors que j'ai rien fait, j'ai juste fait mon travail. Ça, c'est des choses qui touchent. Une fois, le papa d'un enfant décédé m'a écrit un message très touchant en me disant que je les aidais, que j'étais là pour réparer les vivants. Je l'ai gardé ce message, ça m'a beaucoup touché, alors qu'il vit quelque chose d'absolument horrible. Je pense aussi à cette maman qui a fait graver Zut de flûte sur la tombe de son fils, mort trop jeune. On se croise, on se salue. Il y a un lien qui s'est créé en fait via le cimetière et via la tombe. Voilà. Ça c'est des choses qui sont assez marquantes. Et après les souvenirs que j'ai, ça c'est le côté funéraire. Et après les souvenirs avec beaucoup d'émotions, c'est la rencontre avec les animaux. Ça bien sûr avec les renards, les renardeaux. Cette année on a vu les chouettes hulottes. Tout ça c'est des moments dingues que j'oublie pas. Ça c'est l'autre aspect du cimetière, c'est le côté parc. Biodiversité, lieu de vie. Et ça aussi, c'est beaucoup d'émotions, de voir ces animaux vivre là, entre les tombes, cachés, et qui nous surveillent de loin. Et ça m'a marqué à vie aussi. Si c'est la première fois que vous écoutez Visite Mortelle, vous allez vous y habituer. On adore faire durer le suspense. On a longuement discuté avec Benoît et on ne pouvait pas tout retranscrire ici. On a donc décidé de scinder notre discussion en 2 épisodes. Alors rendez-vous dès jeudi prochain pour le 2e épisode de cette saison 2. On y parlera d'une des autres passions de Benoît Gallo. Observer et photographier les animaux qui habitent ou qui se cachent dans le Père-Lachaise. Vous croyez vraiment qu'on n'allait pas parler de chats, renards et chouettes hulottes alors que c'est absolument adorable ? À la semaine prochaine ! Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Visite mortelle.